Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette séance d'audition des opinions réalisée dans le cadre de la consultation publique sur le projet de densification du complexe Le Nord-de-Lec. La séance se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you are welcome to do so. Je m'appelle Nicole Brodeur. Je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette consultation. Je suis accompagnée dans cette tâche par les commissaires Nathalie Zinger et Habib Elhadj. Nous sommes appuyés dans nos travaux par l'analyste Marc-André Lapointe, qui est à ma droite. Au nom de mes collègues et de l'Office, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation. Un total de 12 personnes et représentants de divers groupes ont manifesté le désir de présenter oralement leur opinion devant la Commission. Nous les entendrons au cours de 2 séances, une première qui se déroulera cet après-midi et une seconde ce soir à partir de 18 heures. Ces opinions présentées aujourd'hui s'ajoutent aux 13 mémoires qui nous ont été soumis par écrit, de même qu'aux opinions recueillies par le biais des questionnaires en ligne. Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à cette consultation. Voici comment se déroulera la présente séance. Nous allons entendre successivement 4 présentations cet après-midi. Chaque intervenant aura 10 minutes pour exposer son opinion, après quoi les commissaires prendront aussi 10 minutes pour échanger avec les intervenants. Nous vous rappelons que les commissaires avons lu, examiné et discuté entre nous chacun des mémoires. La web-diffusion de la séance sera disponible dès demain sur le site de l'Office et sur YouTube. Les transcriptions des présentations seront également mises en ligne dans les jours qui suivront. Si pour une raison ou une autre, des inexactitudes se glissaient dans les interventions, les représentants de l'arrondissement, le Sud-Ouest et du promoteur Allied Properties pourront user de leur droit de rectification dès la fin de cette séance, ou cet après-midi ou ce soir, ou dans les 48 heures suivant l'envoi des fichiers vidéo des présentations. Dans ce dernier cas, les rectifications seront écrites et rendues publiques sur le site Web de l'Office à la page de la consultation. À la suite des séances d'audition des opinions, les commissaires procéderont à l'analyse de l'ensemble de l'information soumise dans le cadre de la consultation, feront un rapport et formuleront des recommandations. La présidente de l'Office soumettra le rapport à la mairesse de la Ville de Montréal et celui-ci sera rendu public 2 semaines plus tard. Je vous rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative, les décisions finales appartenant aux élus. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir notre premier intervenant, M. Patrick Réaume-Espinoza. Alors, on vous écoute et je vous rappelle que vous avez une dizaine de minutes pour nous présenter votre opinion et puis les commissaires, on échangera avec vous pendant une autre dizaine de minutes. Alors, on vous écoute. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que ce serait possible de juste me faire un petit signe s'il me reste moins de 2 minutes dans le but de ne pas dépasser? Est-ce que... Oui, on va vous faire signe. C'est très gentil, très apprécié. Merci. Mon nom est Patrick et je suis un simple citoyen de la Pointe-Saint-Charles, résident aussi au Nord-de-Lec depuis ses débuts, au moment que ça a été converti en résidence sur certains ailes. Je voudrais aussi juste profiter pour faire un petit préambule, donc vous remercier pour avoir passé beaucoup de temps à la lecture. Je sais que le mien était assez volumineux et peut-être un peu assez direct si ce n'était pas cru. J'avais 2 versions. L'autre version était un peu plus originale de mon gris. Là, je vous ai transmis une autre version, pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est pour reformuler aussi mon hypothèse à propos du programme qui a été présenté, le plan de modification par Allied Property sur l'ancien règlement 06039. Donc, essentiellement, ce que j'avais indiqué dans le document que j'avais mis comme opinion personnelle et non un mémoire, donc c'est vraiment juste un texte d'opinion, mais qui a été déposé à titre de mémoire aussi, pour pouvoir émettre l'opinion suivante. Le projet a été présenté après l'expiration de l'ancien règlement 06039.1 qui avait été adopté en 2012. Il y avait essentiellement une dizaine d'années pour se réaliser. Ça n'a pas été fait. Le promoteur
actuel, qui est le propriétaire, avait acquis le Nord-de-Lec ainsi que ses îlots adjacents au mois de juin 2016. Donc, ça fait déjà quelques années qu'ils avaient l'information comme quoi le projet qui allait se développer, notamment les extensions des ailes A et B sur le îlot A, le développement du projet afin de résidences mixtes avec du commercial sur les îlots B. Et les îlots C-Ouest et C-Est étant déjà construites depuis 2013 et depuis, si je ne m'abuse, 2009 pour les coopératives. Quand le propriétaire actuel a dû acheter l'achat du Nord-de-Lec, qui a quand même été fait assez rapidement, il avait été mis en vente à peine en hiver 2016. Et puis en avril 2016, il y avait déjà une première offre par le propriétaire actuel pour se concrétiser par après. Donc quand ils ont acheté les terrains, ils étaient parfaitement au courant du projet qui a été passé ici à l'OCPM il y a plus de 17 ans par l'ancien propriétaire, Elhad et Cardinal Hardy, dans lequel je remercie aussi l'OCPM d'avoir redéposé, remis la lumière dans ces documents qui ont quand même pour moi une certaine valeur importante. Puis je vais m'en venir à ce point pour la valeur importante en tant que citoyen. Et il a été revu et remodifié par un nouveau plan en 2011 qui visait à modifier et corriger certains éléments. On parlait notamment de rajouter un toit terrasse sur les propriétés résistantes, de faire augmenter à 1305 unités totales. Consultation a eu, après ça, il y a eu aussi le Conseil de la Ville de Montréal qui en a décidé. Par exemple, pour les résidences, le total était de 1185 et non le 1305, car il y avait beaucoup d'unités petite envergure qui n'étaient pas favorables pour les familles ainsi que la population qui est à desservir. Néanmoins, avec le temps, ils ont dû laisser ce plan-là. Ils ont vendu le Nord-de-Lec tel quel. Quand j'avais regardé les documents de la première fois, en 2014, où est-ce qu'on faisait la promotion des conversions, la tour de condo urbaine n'était pas construite, c'était un vacant. Là, il y avait juste que celle des lofts authentiques. Ils avaient converti quelques unités en présentoirs et ils avaient donné aussi le plan. Tous les acheteurs, les premiers acheteurs comme moi, par exemple, on allait en fonction du plan d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on part d'une pointe Saint-Charles à 25 mètres, avec une densité de 2,5 à 4, avec un règlement de zonage ne permettant pas nécessairement de faire des modifications aussi drastiques et aussi rapidement, avec aussi une population qui est la pointe Saint-Charles Nord et aussi la pointe Saint-Charles Sud, donc j'appelle la pointe Saint-Charles, qui avaient donné leurs observations, leurs consultations. Je pense par exemple à la clinique de la clinique communautaire de la pointe Saint-Charles ou Action Gardien par exemple, ainsi que même que le RIL à ce niveau-là. On parlait d'avoir des logements abordables, des logements pour les familles, des logements sociaux, des logements pour les personnes âgées, des logements pour les personnes handicapées. Et bien entendu, tout promoteur ayant un attrait capital à réaliser va faire des condominiums, des propriétés dites de luxe, ainsi que de développer les bureaux. En 2006, quand ils avaient fait leur programme, ils avaient fait une étude de marché de bureaux, ils avaient fait une étude aussi de propriétés résidentielles. Il y avait même aussi une étude sur les déplacements, notamment au stationnement. On sait que la rue Saint-Patrick est très prisée à l'année longue et c'est pas la construction du REM qui va y changer. Avant, elle était tout aussi longue dans les années précédant l'année 2020. Moi-même vivant depuis presque les dernières 10 ans, je peux en témoigner des changements qui ont découlé et de ce qui n'a pas changé aussi depuis les dernières 10 années. Quand je vois en 2022 le dépôt d'un plan d'intention de pouvoir, en bon français, scraper le plan qui a été quand même adopté par la Ville suite à des formules consultatives telles que l'OCPM en 2011-2012, le comité Jacques Vigée, l'audition des personnes qui m'ont précédé sur cette table même, ainsi que les organismes et les groupes qui ont mené à des centaines d'heures de recherche et des douzaines de conseillers intervenants, dont l'arrondissement lui-même. Moi, personnellement, je suis outré de comprendre pourquoi est-ce que ceci est en soi. Le promoteur met de l'avant qu'il veut augmenter son niveau de bureau, puisqu'il considère que le Nord-de-Lec est plein alors qu'il est vide.
il n'y a pas d'études de bureau mises à jour depuis l'année de 2021. On sait maintenant qu'il y a, depuis le premier trimestre en 2023, selon CBPRE, il y a environ 17,4 % de logements bureaux commerciaux vides dans le centre-ville. Et on sait aussi qu'on est en pleine crise d'habitation. Encore une fois, je parle d'habitation abordable, des logements qui servent aux Montréalais. Pas pour un riche étranger de spéculer puis d'acheter une propriété qu'il peut garder vide ou louer Airbnb ou à long terme, comme bon lui semble. J'ai une certaine conscience, une prise de position aussi. Si je suis assis devant vous, c'est justement pour essayer de vous la divulguer telle que je la vis. Je ne suis pas seul non plus dans ce processus et dans cette dichotomie non plus. Là, je suis peut-être le seul qui est assis à table, mais je sais de tout cœur qu'il y a beaucoup de gens qui m'appuient derrière, puis je veux les remercier énormément à ce niveau-ci, mais le message que je veux passer doit passer. Donc, si vous aviez lu ou lorsque vous avez lu mon document, je faisais état devant que l'hypothèse que je mets de l'avant, c'est que le promoteur actuel n'a aucune intention à court terme de vouloir développer quelconque bureau ou quelconque résidence. Le fait est simple, le marché n'est pas là. Donc, pourquoi construire si on est pour garder vide? Par exemple, le 1753 sur Saint-Patrick, qui appartenait au groupe MAC, avait été construit, il avait été préparé, mais à ce niveau-là, je n'ai pas pu voir personne rentrer dans le bâtiment. Donc, le fait de construire une telle plateforme aussi grosse, sinon plus haute que le Nord-de-Lec actuel, m'apparaît d'un point de vue illogique. Et dans mon document, j'avais notamment fait l'expression architecturale du document, mais je vais aussi mettre l'emphase sur l'expression humaine pour les résidents et pour les citoyens. Comment se fait-il qu'on ne peut avoir droit de référendum? Je comprends l'article 89.3 et c'est pour ça que suite à mon hypothèse, je soulève une exploitation au niveau du règlement 89.3 versus le règlement permanent qui est le plan d'urbanisme. Là, on m'avait indiqué qu'il restait 2 minutes. Je m'en excuse, donc j'aurai peut-être pas le temps de montrer justement cette affiche où est-ce qu'on voit qu'à gauche, il y avait le règlement précédent qui a échoué, donc il n'est plus valable et sans effet, alors qu'à droite, on voit le plan de règlement qui est proposé, où est-ce que les autorisations seront révoquées après 120 mois. Alors, on parle notamment du 65% sur 25 mètres minimum, et 35 % qui peut aller dépasser. Il était question de surhauteur, là, il n'y a plus de question de surhauteur. Mon impression est que d'ici une dizaine d'années, le plan d'urbanisme, il va rester à 44 mètres. Le règlement va être échu. Donc, le promoteur, dans 10 ans, celui qui voudrait exploiter et bâtir dans le terrain, pourra faire un 44 mètres uni, pouvoir ainsi défaire tout ce que le comité Jacques Vigée avait proposé, tout ce que nous, les premiers acheteurs, on s'était attendus. Et au final, c'est la pointe qui perd. Donc voilà, je ne sais pas si je suis à court de temps, mais j'ai fait ça un peu vite ici. C'est bon? Ah, il reste 1 minute? You made it. Ah, 1 minute. Alors, on aurait peut-être, si vous permettez, avez-vous une ou deux choses à dire oui, avant de terminer? Oui, j'ai travaillé selon les éléments que j'avais pour cette image que vous voyez peut-être oui. à l'écran. Donc, c'est un rendu, c'est des gros blocs qui sont proposés. Donc, au niveau de l'expression architecturale, ça laisse de savoir. Je sais qu'il y aurait un PIA, un plan d'implémentation d'intégration architecturale, mais il en demeure que, versus le précédent, qui est encore aussi une interprétation libre de mon image, on voit là, au niveau de l'expression architecturale, que le Nord-de-Lec, il est préservé. Et quand on réalise la consultation de Bridge Bonaventure qui s'y prend, c'est les silos qui sont à côté du Red Pat, associé au 1691 Saint-Patrick, puis c'est le Nord-de-Lec qui est mis de l'avant sur la pointe. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je pense qu'on va entendre aujourd'hui plus tard une importance dans laquelle beaucoup d'entre nous sommes également conscients. Alors, je vous remercie de ces deux dernières images qui sont effectivement parlantes. Écoutez, on aurait peut-être une première question en relation avec votre document. À la page 29, vous proposez de rouvrir la rue de la Sucrerie partiellement. Oui. Est-ce que vous pourriez vous expliquer davantage un peu là, ce que vous avez en tête?
Alors, rendu à la fin du document, c'est là où j'arrêtais de, critiquer le plan par son manque de recherche et son langage contradictoire. C'est là que je posais des questions, et en posant la question, justement, savoir au niveau du transit sur la rue de la Sucrerie, anciennement la rue Richmond, entre Richardson à Long-Nord jusqu'à Saint-Patrick. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'a toujours pas été ouvert? Comment se fait-il que ça ne soit pas ouvert? Et en plus, comment se pourrait-il que la proposition de modification aujourd'hui et de demain veulent qu'il reste fermé? Il y a l'implantation du propriétaire promoteur, puis encore une fois, ceux qui y vivent. Le 25 septembre, une de mes voisines, Marianne, avait posé la question à cet effet, et effectivement, les deux entrées principales des copropriétés, on parle des tours 1730 Saint-Patrick et 1740 Saint-Patrick, sont en fait sur la fausse rue, qui donne exactement là où est-ce qu'on y voit à l'image de la page 29. Donc, je me suis dit, probablement, il y a un mi-chemin qu'on peut rejoindre. Il y en a qui veulent l'ouvrir en entier, il y en a qui veulent la garder fermée. Pourquoi ne pas juste ouvrir la section qui permet d'avoir les portes des deux propriétés de condos, accès à la voie publique, qui va avec notamment les règlements urbains et notamment le 411 pour être utilisé à ce niveau-ci. On n'aura pas besoin d'écrire à notre gestionnaire de copropriété qui va écrire au syndicat horizontal, qui va écrire à Light pour changer de lumière, pour que tout fasse tout un processus qui va prendre des mois pour trouver l'octroi d'achat de cette lumière, pour la ramener au syndicat horizontal, pour la ramener au gestionnaire de copropriété, pour leur dire que ça va être implémenté dans les 3 à 6 mois. Alors qu'au 411, je pense que ça serait plus adéquat. Et puis, s'il n'y a pas de rue qui est permis, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de rue. Aussi simple que ça. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Question? Oui. Vous avez présenté l'image du projet tel que présenté en 2012. En quoi, pour vous, ce projet-là est un meilleur projet? C'est ce que je crois entendre de ce que vous me dites. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce serait effectivement un projet qui serait plus favorable? C'est un projet plus favorable parce qu'il repose sur ce que j'appelle 3 piliers. Le premier étant l'expression architecturale. Donc, je vais faire ça court puisque j'ai déjà exprimé, puis j'en ai glissé un peu vers la fin de mes 10 minutes. Donc, c'est au niveau de la préservation du bâti Nord-de-Lec. On m'a dit que le Nord-de-Lec est le plus gros bâtiment de briques rouges en Amérique du Nord. Je n'ai pas encore vérifié cette information, mais si tel est le cas, ça voudrait dire qu'on aurait un élément très important et intéressant dans l'île de Montréal. Et quand je parle de l'île de Montréal, je parle notamment de la population, mais aussi ceux qui y commutent. Je pense notamment aux visiteurs, au tourisme, là, qui justement ont accès à des voiries, le train VIA et le REM, qui donnent un très bon plané sur le bâtiment du Nord-de-Lec, depuis l'Est. À ce niveau-là, un second pilier, c'est aussi, il serait meilleur parce qu'il y a eu plusieurs recherches qui ont été émises et qui seront beaucoup plus grandes que celles qui seront accomplies aujourd'hui, étant donné qu'il s'agit d'une modification, alors que moi, je l'avais appelé, c'était probablement juste un nouveau projet masqué, dans la page 12, je pense. Mais la modification fait en sorte que les délais seront plus serrés, les recherches seront plus serrées. On a vu qu'il y a un manque d'études fragnant à ce niveau-là, parce que le programme qui a été implémenté, notamment l'îlot B, ne respecte en rien ce qui avait été approuvé dans le passé. Et puis le troisième pilier, c'est aussi en réaction avec l'actualité. Donc on parle de crise de logement, mais on parle aussi de crise de l'abordabilité. Le promoteur original avait pensé jusqu'à 30% de logements à Bordeaux et de logements familiaux. Ça, c'est pas juste les 42 coopératives de Chalutiers, ni les 130 unités dans le site des bâtisseurs. Il y avait aussi l'idée, ça c'était en 2006, il y avait aussi l'idée de construire des maisons familiales sur 2 étages face au parc Joe Beef. Donc, si on regarde l'ancien programme, où est-ce que c'était détaillé étage par étage, on peut reconstituer la légende et on peut consulter que les bâtiments au sud seraient plutôt des appartements ou qui ne seront pas des copropriétés, alors que les nouveaux condos sur l'île B ont été au nord, sur la rue Saint-Patrick, qui pourrait aller jusqu'à 25 mètres avec une terrasse sur le top. Donc, quand je vois que le propriétaire actuel veut juste mettre ça au rebut en demandant un minimum de 0 unité, donc il y a un maximum, mais il n'y a pas de minimum, ça c'était ma première question que je vous ai posée il y a plus d'1 mois, je trouve ça outrant.
Donc, voilà, Merci. sur ce pilier-là, ainsi que les deux autres, je vois aussi pourquoi il serait meilleur. Merci. Question? Oui, une question. Merci pour votre présentation. Moi, ma question porte sur l'aménagement public. Donc, l'aménagement de l'espace public est revenu à plusieurs reprises dans votre document. Quelle serait la meilleure façon de faire pour un meilleur aménagement de l'espace public? J'aime bien la question. Moi, je ne suis pas architecte, mais j'ai voulu l'être pendant longtemps. Et puis après ça, je me suis dirigé vers l'informatique à la place. Si j'ai plus de temps, encore là, je ne vais pas peut-être voler le job à l'enclume ou à Sidley, mais si j'ai plus de temps, j'aurais proposé de respecter le zonage et la densité, puis pouvoir utiliser des projets qui ont fonctionné, même au centre-ville. Par exemple, si on reprend, je ne sais pas si on peut repartager, mais si on reprend le 25 mètres au niveau dessus, on parle souvent que ça ne dégage pas de vue et puis que c'est dense, etc. Mais la vue qui serait dégagée, elle serait où? On parle du nord de Lac vers l'est en Seine-Five-Rose ou on parle de l'est vers le nord de Lac? Parce que moi, une vue super étroite, c'est pas ce que j'appellerais d'un point de vue urbaniste, d'un point de vue design intéressant. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de garder les premiers étages d'aménagement, les premiers étages construits commerciaux ou mixtes, unis. Donc, on parlerait d'environ 15 pieds de haut, ce qui est environ l'équivalent d'un entrepôt, comme c'est le cas aujourd'hui. On peut prendre le bâtiment qui va être remplacé par le 1301 Montmorency. Donc, on le garde uni, ce qui va pouvoir dégager beaucoup d'aménagements sur la toiture de ce dernier, en plus de ne pas avoir de problème d'ensoleillement qui reste à voir dans la pratique. Et ça pourrait permettre de densifier les premiers étages. On pourrait aussi même juste rajouter une simple escalier ou une traverse qui inviterait les gens du public à franchir soit depuis Montmorency ou soit depuis le parc Joe-Beef. Finalement, l'exemple le meilleur que j'aurais en tête, que je pense avoir mentionné, c'est la place Ville-Marie. Donc, par-dessus, on n'a pas juste du béton, on peut mettre un aménagement urbain, on peut mettre des activités. On n'aurait pas un étroissement entre deux tours de 40 mètres puis de 44 mètres. Puis à l'ouest, on a 43 mètres de nord de Lac. Là, il n'y aura pas d'aménagement là-dessus, c'est assez évident. Ça va être désert, comme on le voit pas mal souvent à Griffintown. Alors que si on pouvait permettre une grande esplanade, on pourrait pouvoir créer une activité, revaloriser le nord de Lac, puis en plus, le promoteur, il pourrait maximiser son terrain au vertical en plus, en conservant une densité ou même demander une plus grande densité. Malheureusement, le temps m'y échappe, donc je n'aurai pas la possibilité de présenter cela. Mais c'est mon dernier cas pour dire il faut réviser. Il y a des études à faire. Ça va? C'est bon. Alors, il me reste à vous remercier, M. Réaume Espinoza, de votre présentation et de vos réponses à nos questions. Alors, merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Calavancia, s'il vous plaît. Alors, on vous écoute. Merci Bonjour. beaucoup. Mon nom est Mario Cavalancia. J'habite le Nord-de-Lac depuis janvier 2021. Ouais. Je viens ici à titre personnel également, comme Monsieur Patrick. Mon approche est différente. En fait, moi, j'avais un full de points, puis je voulais ramener ça à 10 minutes. Donc, j'ai gardé 5 points. Puis je vais essayer de faire ça chacun en 2 minutes. Ouais. Puis j'ai un petit texte, là. Je ne sais pas si je peux commencer avec mon premier point. C'est ce qui me vient en tête quand je regarde le projet. J'ai lu la documentation de 2006, la documentation 2011-2012 et puis la documentation de 2023. Donc, c'est la 3e consultation publique là, sur le développement des terrains nord de Lac. Sur l'îlot B,
le groupe ELAD prévoyait 7 édifices de 8 étages, comprenant 560 unités de logement. ELAD demandait également un règlement de l'article 89 pour construire 25 mètres de haut, plutôt que ce que je comprends, c'est que la réglementation donnait 20 mètres. Donc, eux voulaient monter à 25 mètres. L'OCPM, dans son rapport de janvier 2007, dit que l'aménagement de l'îlot B mériterait une révision à la baisse de sa hauteur pour s'harmoniser au gabarit de Pointe-Saint-Charles. Ça, c'est en 2007, alors qu'on parlait de monter de 20 à 25. Projet Montréal, qui à l'époque était à l'opposition, dans son mémoire de 2012, donc 5 ans plus tard, quand ELAD est revenu avec un nouveau 89 ou une modification au 89, dans l'intervention à l'OCPM, le projet Montréal questionnait l'utilisation de l'article 89 pour présenter ce projet-là, parce que, selon projet Montréal, l'article 89 donnait tout le pouvoir à la municipalité, au conseil municipal, puis c'est eux qui décideraient, sans que les citoyens puissent avoir le dernier mot. Or, Projet Montréal savait bien que l'OCPM existait et le mécanisme était là. Mais, comme vous l'avez dit en préambule, l'OCPM émet une recommandation, va émettre un rapport, puis le conseil de ville décide. Donc, ce que je comprends, c'est ce qui était vrai en 2006, ce qui était vrai en 2012, est encore plus vrai aujourd'hui. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que ELAD, en 2006 et en 2012, avait pris des engagements envers la ville, envers les citoyens de Pointe-Saint-Charles, puis avait pris également des engagements envers ses copropriétaires résidentiels du Nord-de-Lec, qui étaient à venir, parce qu'il a vendu par la suite, il a construit, puis il y a un petit bout du projet, il y a un bon bout du projet qui a quand même été réalisé. Tout est public, tous les engagements sont là, grâce, entre autres, au site de l'OCPM et d'autres, grâce à l'Internet, en fait, on peut retrouver tous les engagements ou la plupart des engagements de ELAD. Le propriétaire actuel, Allied Properties, connaissait ses engagements quand il a acheté le terrain, quand il a acheté le Nord-de-Lec. Il connaissait les unités résidentielles qui n'avaient pas été encore construites sur l'îlot A, parce qu'il en restait à construire. Il savait qu'il y avait 560 unités résidentielles sur l'îlot B qui étaient à construire. Et finalement, ce que je comprends, c'est qu'Allied Properties a préféré attendre l'expiration du délai de l'article 89 pour redéposer un nouveau projet. Allied n'était pas obligé de compléter le projet de ELAD. Je comprends ça. Ce que je comprends moins bien, ce sont les gens de la ville qui, aujourd'hui, reviennent avec un nouveau projet, puis eux, à la ville, semblent avoir complètement oublié les engagements de ELAD. Si Allied Property a laissé tomber les engagements de l'article 89 pris par ELAD, c'est son droit, la ville, pourquoi la ville ne présente, ou pourquoi, en fait, Allied ne présente-t-il pas à la ville un projet qui soit conforme au règlement de zonage et au plan d'urbanisme? Ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, c'est que quand je lis la documentation liée au projet actuel, il semble susciter plus de questions qu'il ne donne de réponses. Je peux me limiter à 3 questions. Quand on regarde ça avec les usages, est-ce qu'on propose un projet où il va y avoir 900 unités résidentielles additionnelles ou 0 unités additionnelles? Je ne connais pas la réponse. C'est peut-être 0. Si on regarde la mission de Allied,
probablement que c'est plus proche de zéro que de 800 ou 900 unités de logement, mais quand on regarde les usages, on ne sait pas. Quand on regarde les plans et devis, on nous dit que c'est préliminaire. Est-ce que c'est 9 % du terrain qui va être construit à 44 mètres ou est-ce que c'est 35 % tel que le prévoit le règlement? On ne sait pas, ce sont des plans préliminaires. Étant donné que les plans sont préliminaires, à quoi vont ressembler les immeubles définitifs? J'ai vu que Patrick avait montré des images. Je ne suis pas sûr que ça va être les images. Peut-être que les immeubles sont comme ça dans le plan actuel, puis quand ça va être fini en 2032, les immeubles sont dans l'autre sens. Le règlement ne parle pas du sens des immeubles. Ça va se décider ailleurs. Les hauteurs, on ne sait pas exactement. Même les usages définitifs, on ne sait pas. Fait qu'on doit se prononcer aujourd'hui sur des hauteurs, des densités, des usages possibles, sans connaître vraiment la réalité finale. Parce que tout ça, ce que je comprends, puis je ne suis pas urbaniste là, ni architecte, ça va tout se définir en PIIA. Je ne sais pas où je suis dans mon temps, mais mon 4e point, c'est que je ne vois pas la valeur de ce projet-là pour la population de Pointe-Saint-Charles. Je ne vois pas la valeur de ce projet-là pour la population de Montréal. Il y a 9 millions de pieds carrés de bureaux vacants au centre-ville. Il y a 8 millions de pieds carrés de bureaux vacants ailleurs à Montréal. Ça fait 17 millions de pieds carrés. Ça ne tient pas compte des projets qui sont déjà en chantier. Puis, je peux même... Il y a des projets sur la Rive-Sud, il y a des projets à Ville-Mont-Royal, Royal Mount, il y en a d'autres. Il y a tout le secteur Bridge-Bonaventure qui s'en vient. Puis, la Ville va utiliser l'article 89 en 2023 pour construire 1 million additionnel de pieds carrés à 2 km du centre-ville. Je ne le vois pas. Je ne vois pas l'utilité. Mon dernier point, j'ai parlé avec beaucoup de gens autour, des voisins surtout. Puis, il y en a beaucoup qui ne se présenteront pas ici aujourd'hui, puis il y en a beaucoup qui n'ont pas écrit de mémoire. Comment je dirais ça? Parce qu'ils pensent, honnêtement, que le processus est peut-être inutile. Moi, je ne le crois pas, c'est pour ça que je suis ici. Certains croient que l'OCPM, dans le fond, va émettre une recommandation, mais que déjà à la Ville, la décision est prise, puis que ce n'est que du rubber stamping. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, mon dernier point ne s'adresse pas à vous, les commissaires, il s'adresse aux élus. Je ne connais pas la teneur du rapport qui sera rédigé par vous suite à la présente consultation publique. Je ne connais pas les recommandations que vous allez émettre, mais quelles qu'elles soient, je voudrais juste rappeler respectueusement aux élus, avant d'adopter la proposition de règlement, rappeler le titre de l'article 1 de Projet Montréal qui aujourd'hui est au pouvoir. C'est la population au pouvoir, une administration à l'écoute. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est à nous à vous poser des questions. Oui, je vais commencer. Vous mentionnez l'option de faire du logement, l'option de faire des bureaux. D'après votre expérience, qu'est-ce qui serait un bon ratio? Est-ce qu'il y a une situation optimale? Comment est-ce que vous verriez ça? Bien, vous avez demandé à mon prédécesseur quel serait le bon... Le projet précédent, si j'ai bien compris, le premier étage était commercial, les 2 étages subséquents, donc le 2e, 3e, étaient mixtes, et les 5 derniers étages, de 5 à 8,
étaient résidentielles. Ça donnait 560 habitations. Moi, je trouvais ça très intéressant quand j'ai acheté le Nord-de-Lec, mon petit appart là, au Nord-de-Lec. J'ai regardé avant de signer ce qui s'en venait à côté. Il y avait un article 89, donc tout était public sur le site de l'OCPM. Puis je trouvais ça bien. Mais je comprends aujourd'hui qu'avec le nouveau propriétaire, si eux veulent faire du bureau, on ne peut pas les forcer à faire du résidentiel. Par contre, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire à l'intérieur du zonage permis puis du plan d'urbanisme permis. Ça, ils ont le droit. Fait que je ne vois pas pourquoi on irait autrement. Merci. Mais je ne sais pas si ça répond. Oui, merci. Merci pour votre présentation, très, très intéressante. Je sentais qu'il y avait beaucoup de questionnements de votre part sur l'utilité, sur le projet lui-même. Moi, j'ai le goût de vous poser une question simple. Qu'est-ce que ce projet-là doit offrir aux citoyens? C'est certain qu'un terrain de stationnement, ce n'est pas utile non plus, là. Donc, il faut regarder ce que la population a besoin. Aujourd'hui, selon moi, ce qu'on a besoin, c'est des logements. C'est de l'habitation. On est en crise de logement. Si on veut aider les gens, il faut construire des logements. Un terrain comme ça, je ne sais pas combien il y a de pieds carrés, là, c'est 200 quelques mille pieds carrés. Il y a au moins de la place pour 560 logements, c'est certain. Puis, je me dis, pour aider les commerces, ça prend du monde. Et donc, le fait de mettre des bureaux qui sont vides le samedi, qui sont vides le dimanche, les gens sont en télétravail le lundi, sont en télétravail le vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, entre midi et 2 heures, les gens qui vont descendre pour prendre un café puis une sandwich, ça ne fait pas vivre des commerces. On peut le voir, il y a des allées extraordinaires dans le Nord-de-Lec actuellement, là. Majoritairement à l'aide allouée à des bureaux. C'est pas ça qui était prévu initialement. Si on regarde la publicité de ELAD à l'époque, c'était supposé être des corridors vibrants, vivants, actifs, avec des commerces de proximité. Ils ne sont pas là. C'est mort là-dedans. Je suis désolé, là, mais c'est ça. C'est ça qui manque dans votre quartier, là. Il manque du logement. Oui, puis là, en tout cas, si on veut aider les commerces, ça prend des gens, puis les gens doivent habiter dans des logements et non pas dans des bureaux. Merci. Moi, j'aurais une troisième question, M. Calavancia. Vous êtes résident, j'imagine, ça c'est dans l'ILOA, qui est le seul qui est construit en ce moment. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des modifications là, qui sont demandées concernant l'ILOA, à la fois les hauteurs et usages, parce qu'il y a des allongements, si je peux dire, de certaines ailes et des haussements de d'autres? Bien, je pense que déjà, dans le projet de ELAD, il considérait monter à 42. En passant, ma compréhension, c'est que le Nord-de-Lec était à 40. Oui. ELAD avait demandé de monter à 42 sur l'îlot A, à 25 sur l'îlot B, et puis à l'aide, lui, il demande 44 all the way. Je ne sais pas pourquoi 2 mètres de plus, premièrement. Ça devait être du logement. Pourquoi c'est rendu du bureau? J'imagine parce qu'à l'aide veut faire du bureau, là. Mais l'usage est encore là, là. Donc, dans le règlement, ça aussi, ça porte à confusion, là. Donc, parce qu'on a élargi les usages. On peut avoir des cafés-terrasses, on peut avoir beaucoup plus de choses que ce que ELAD ne demandait. Donc, si on donne ça, bien, on verra dans 10 ans avec quoi on va se retrouver, là, mais c'est comme signer un chèque en blanc, carte blanche, là, puis arrangez-vous, faites votre PIA. On va aller devant l'OCPM, mais avec un projet qui est vague, on ne sait pas avec quoi on va se retrouver.
Bien, alors je vous remercie beaucoup. Merci à vous. De votre présentation et d'avoir répondu à nos questions. On est un petit peu en avance. Si Mme Bédard était disponible. Oui. Allez-y, on vous écoute. Merci de donner cette occasion qu'on puisse s'exprimer de vive voix suite au dépôt des documents. Alors, je me présente, Louise Bédard. Oui, on vous entend mieux comme ça. OK. C'est trop près. Louise Bédard, donc je suis architecte. Sto Architecture est ma firme. J'habite Pointe-Saint-Charles. En fait, j'habite dans un bâtiment patrimonial, le Corticelli, qui est voisin du Nord-de-Lec. Et jusqu'à tout récemment, mon bureau était dans l'autre bâtiment patrimonial, le Red Path. Donc, c'est vraiment mon quartier, le sujet dont on parle. Alors, ma présentation aujourd'hui concernera deux systèmes principaux. Je vais exprimer mon opposition à deux systèmes, soit l'usage, en fait, de l'article 89 dans le cadre de la demande de changement de zonage déposée par le groupe Allied. Je vais expliquer pourquoi. Et ma deuxième opposition est liée au changement de zonage lui-même qui est projeté par la Ville, puis qui, en fait, est un processus en cours. Alors, il y a plusieurs chemins législatifs qui permettent d'obtenir un changement de zonage. Le promoteur Allied a choisi d'utiliser l'article 89. L'article 89 appartient, parce que ça aurait pu, par exemple, être un PPC-moi, qui, pour les citoyens, a certains avantages. Par exemple, on peut ouvrir un registre référendaire. Dans le cadre d'un article 89, on ne peut pas. On n'a pas cette liberté comme citoyen. Alors, si on revient à l'article 89, c'est un article qui appartient à la Charte de la Ville de Montréal. Puis, j'ai mis le texte, disons, des prémices de la Charte de la Ville de Montréal. Puis, ce sont des objectifs collectifs. On parle d'accès au logement, de développement économique, de protection du patrimoine. Ça, c'est dans les prémices de la Charte de la Ville de Montréal. Quand on arrive à l'article 89, il y a plusieurs alinéas. Puis, tout ce qui est visé, c'est le bien collectif. C'est-à-dire qu'une société, la société montréalaise décide par consultation des prochains équipements qui feront partie de sa ville, de l'organisation de sa ville, que ce soit pour un hôpital, un aéroport, parce que c'est ça les premiers sous-alinéas de l'article 89, d'une école. De sorte qu'il y a toujours un objectif de bien commun. Et je vais donc, en regardant, j'ai regardé le projet et je m'interroge sur où est le bien collectif, l'intérêt collectif dans ce projet-là. Alors, si on commence par la question des hauteurs, donc, ce qu'il est demandé, c'est d'avoir un gabarit qui est beaucoup plus haut que ce que
à la fois le zonage de l'arrondissement permet, 20 mètres, et ce que le zonage de la ville permet, 25 mètres. Puis il faut savoir aussi que les modes de calcul de la ville, pour une raison qui, pour moi, demeure obscure, exclut les parapets de toit. C'est très étrange parce que quand on est dans la rue, on voit le parapet de toit. Mais ça exclut ça dans le calcul, puis ça exclut aussi les appentis mécaniques. Donc, on passe d'une hauteur qui serait potentiellement de 25 mètres autorisée à une hauteur de 44 mètres plus des parapets, plus des appentis. On arrive donc à presque 50 mètres de hauteur en appliquant les demandes qui sont formulées. Ensuite, je porte à l'attention de la Commission le fait que dans la dernière esquisse révisée déposée sur le site de la Commission, suite à la période des questions, une esquisse complémentaire a été déposée par ALED avec des hauteurs pour chacun des pavillons, puis cette esquisse-là ne respecte pas le texte de ce qu'il demande à être accepté. C'est-à-dire que les pavillons les plus bas ont 27 mètres, alors que c'est 25 mètres qui est autorisé. Je donne la référence dans le texte où ça se trouve. Donc, ma position est à l'effet qu'en termes de hauteur, et je vais y revenir tantôt au niveau patrimonial, la demande de hauteur est démesurée. Ensuite, quand on arrive à la densité, il y a une demande qui est faite d'augmenter beaucoup la densité et je suis très surprise de ne pas voir les chiffres de ALED sur cette esquisse-là. Qu'est-ce qu'elle donne comme, en termes de densité? C'est très surprenant. Comme architecte, j'ai déjà déposé des projets selon l'article 89, puis on arrive toujours avec beaucoup de données. Comment ça se fait que le calcul de densité n'apparaît pas dans la présentation? Je trouve ça extrêmement surprenant. Je passe maintenant au contexte patrimonial. Donc, un ensemble patrimonial comme de grand intérêt en rive du canal de la Chine. Il y a une question de gabarit. Puis lorsqu'on regarde le secteur, le fait d'arriver avec des bâtiments qui sont de hauteur variable brise la lecture franche du Nord-de-Lec. Le Nord-de-Lec est impressionnant parce que c'est un bâtiment immense, construit en 1913, puis quand on visite ce bâtiment-là, on est surpris des dimensions du bâtiment. Puis là, on en perd la perception avec cette organisation en escalier. J'exprime aussi ma surprise à ce que dans un processus comme celui-ci, il y a pas le promoteur ne démontre pas quelle sera la solution architecturale en termes de matérialité. Intervenir en contexte patrimonial, ça prend une finesse qu'a certainement l'équipe de projet, mais en ce moment, ce qui est présenté, c'est un projet qui est comme un paquet de permutations possibles et ça n'a pas d'expression architecturale, ça n'a pas de rythmique de fenêtre. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est comme un projet très, très flou, puis on dit, bien, ultimement, ça devrait fonctionner avec à côté de 3 bâtiments patrimoniaux importants. Donc, là-dessus aussi, je me pose. Et je ne vois pas non plus où est l'intérêt collectif à ce sujet-là. On arrive aux usages. C'est sûr que dire un promoteur veut construire 1 million de pieds carrés, ça frappe l'imaginaire, c'est un très gros chiffre. J'ai lu 2 fois l'étude concernant la demande de bureaux dans le secteur. Moi, je vois à répétition des commentaires de prudence dans ce rapport-là. Je ne vois pas de lien entre la demande d'1 million de pieds carrés et ce qu'il y a dans ce rapport-là. Mais je pose une question.
oublions qu'on parle de bureau, puis supposons qu'on parlait d'une école. Si, selon le même article 89, un directeur d'école venait demander à ce qu'on double le zonage sur le terrain, tout en sachant qu'il y a 17% des classes du secteur qui sont inoccupées, est-ce qu'on accepterait le changement de zonage? Parce que c'est ça qui se passe en ce moment. 17% de l'espace à bureau est inoccupé, et puis on dit, malgré tout, on va octroyer un changement de zonage immense pour... au cas où, dans le futur, la situation change. Mais si c'était un hôpital ou si c'était une école, comment répondrait-on à cette question-là? En mon expérience, jamais ça serait autorisé. Je considère aussi que la proposition n'est pas claire du tout en ce qui concerne y aura-t-il ou non de l'habitation. Là aussi, il y a comme des permutations possibles. Puis, il y a une option avec habitation. Je considère que ce n'est pas acceptable qu'à ce moment-là, la solution logement social ne soit pas inclue à la proposition. C'est un règlement à Montréal, et puis ce dont le quartier a besoin, c'est du logement. Puis, si on construit la copropriété, on s'implique aussi pour du logement plus accessible. Puis, je considère que la démonstration du promoteur n'inclut pas ça, qui est une donnée incontournable. Et je souligne aussi, c'est une des photos qui apparaît dans la présentation, qu'il y a 3 ans, un bâtiment à bureau a été construit juste en face du Nord-de-Lec, donc à l'est du Corticelli. Ce bâtiment-là est vide depuis 3 ans. Il n'a jamais eu de locataire. On arrive ensuite au volet ensoleillement. Il a été constaté qu'il n'y avait pas d'ensoleillement dans les ruelles axe Est-Ouest. Le promoteur a dit que de toute façon, l'été, on cherche à se cacher du soleil. J'ai une toute autre opinion. On vit dans un pays nordique, puis à l'automne, au printemps, comme pouvoir pouvoir s'asseoir à l'extérieur puis voir les premiers rayons de soleil, c'est toujours agréable. Puis aussi, je crois que la liberté, c'est de pouvoir choisir. C'est pas un promoteur qui décide ce qui est bon pour nous, c'est on veut choisir. Puis pour moi, en ce moment, c'est une caractéristique de notre époque comme l'implication écologique. Puis je trouve que ce n'est pas optimal du tout et c'est très triste de construire des nouvelles ruelles piétonnes sans soleil. Donc là aussi, je ne vois pas d'intérêt collectif. Documentation graphique déposée, j'en ai glissé un mot tantôt, mais je fais part de ma surprise concernant le fait que le projet soit très, très peu documenté. Si on regarde les autres, les phases antérieures, le projet 2012, il y avait des élévations, il y avait des plans d'étage, etc. Pour moi, c'est extrêmement surprenant qu'il n'y ait pas de plan du rez-de-chaussée d'un projet de 1 million de pieds carrés. Est-ce qu'on accepterait qu'en en consultation publique, on présente un projet d'hôpital, puis il n'y ait pas de plan de rez-de-chaussée, qu'on ne sache pas où est l'urgence, qu'on ne sache pas où sont les circulations ou les portes d'entrée? Je considère que tout ce flou nous indique que c'est plus une position de spéculation en ce moment qui est recherchée. Ce n'est pas encore un projet sur lequel on peut se prononcer. Et ce qui est recherché, c'est d'avoir un maximum de latitude. Il est question de toit vert. J'émets aussi un bémol. Je suis extrêmement sceptique concernant la maquette avec tous les toits verts. Il y aura plein d'apprentis mécaniques là-dessus. Ça ne ressemblera pas du tout à ce qu'on voit sur les images actuelles. J'arrive à mon dernier item. Est-ce qu'en termes de temps, est-ce que ça va? Oui. Alors, la modification majeure de zonage projeté. Donc, en fait, je fais un premier commentaire sur le site
En fait, la Ville de Montréal a déposé un document qui s'appelle « Règlement ». Puis là, le changement de zonage est montré. Je souligne que la langue française est très précise, puis que ce n'est pas un règlement, c'est un projet de règlement, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire une consultation publique si tout est déjà décidé. Je pense que la Ville aurait dû publier ce document-là sous le nom de projet de règlement, parce qu'il n'est pas du tout accepté. Puis, je m'inquiète du fait que, en mon opinion, ce qui va être approuvé potentiellement par la Ville de Montréal, c'est le prélude fort probablement à l'usage d'autres articles 89. C'est-à-dire que le changement de zonage n'inclura pas une modulation sur le site. Ça va être 100% du terrain qui va être zoné 44 mètres. Ça fait déjà 3 fois que ce projet-là, depuis 2006, est présenté en vertu de l'article 89. Alors, je ne vois pas ce qui empêcherait dans 3 ans, une fois que 100% du terrain sera zoné à 44 mètres, de revenir sous un autre article 89 et de demander à ce que 100% du projet soit à 44 mètres. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Pour moi, c'est comme... compte tenu que le projet Bridge Bonaventure est à proximité, c'est comme le prélude à un changement de zonage majeur à Pointe-Saint-Charles, mon quartier, où tout à coup, on va passer de 20-25 mètres maximum dans un quartier qui est quand même majoritairement construit par du petit commerce et de l'habitation plus basse. Et puis, tout à coup, la porte sera ouverte pour un changement majeur, de la spéculation, etc. Fait que je considère que le changement de zonage projeté est extrêmement inquiétant. En termes de territoire d'application du règlement... Peu de temps, là. Oui, OK. Oui. Là, j'arrive à ma conclusion. Alors, j'ai fait le commentaire la dernière fois. Il y a eu une contradiction dans les documents de la Ville. L'îlot D, qui fait face au Corticelli, est dans certains cas identifié comme faisant partie du règlement et d'autres cas non. Madame Nadon nous a dit la dernière fois qu'effectivement, il y avait contradiction et que ça n'en ferait pas partie. Je fais part de ma surprise concernant le calendrier de réalisation. Comme architecte, je n'ai jamais entendu ça, d'avoir 10 ans pour commencer un projet. Fait qu'en conclusion, vous aurez compris que je m'oppose au projet pour des raisons de hauteur, des raisons de densité, de mise en valeur d'îlots patrimonial, de manque de documentation, de manque d'ensoleillement, de manque de justification pourquoi ils font 1 million de pieds carrés, le fait que le volet logements sociaux n'est pas adressé, puis je considère que c'est un précédent inacceptable. Je demande donc le rejet du projet tel que présenté et le respect intégral du zonage. Merci. Alors, merci beaucoup de votre présentation. Oui, merci infiniment. J'avais une petite question, c'est par rapport à un commentaire ou un énoncé que vous avez fait à la page 6 de votre document qui parle du fait que, puis vous l'avez mentionné dans votre présentation, qu'il n'y a aucun bâtiment à 25 mètres. On avait demandé la hauteur, puis ce qui est proposé en ce moment, c'est des bâtiments qui ont 27 ou 31 mètres. Je voulais juste bien comprendre comment est-ce qu'on calcule finalement cette densité ou cette hauteur-là par rapport à la superficie du terrain. Et aussi, dans notre cas, à nous, est-ce qu'on inclut dans la superficie totale la rue de la Sucrerie ou on ne l'inclut pas? Fait que je voulais juste peut-être si vous avez des précisions par rapport à ça. Au niveau de la hauteur, ça a été demandé. Il y avait le nombre d'étages qui était mis dans le document du promoteur. Puis il y a eu une question qui a été posée le 25 septembre, de sorte que le promoteur a rajouté un plan avec l'indication des hauteurs. Alors, c'est lui qui a écrit que ces pavillons feraient entre 27 et 44 mètres. C'est pas conforme au règlement qu'il demande. Il fallait que 35% maximum des pavillons aient une hauteur maximale au-delà de 25 mètres.
Concernant la question de la densité, en fait, c'est une question complexe. C'est pour ça que je trouve que ce n'est pas acceptable qu'elle soit passée sous silence dans le document présenté par le promoteur. Parce que dans ces situations complexes-là, il faut que les règles de calcul soient énoncées à la fois comme conjointement par la ville et par le promoteur. Il y a une discussion sur... parce que c'est bien sûr qu'en incluant la rue de la Sucrerie, on peut construire plus de pieds carrés sur le terrain. C'est un impact mathématique de la chose. Comment on travaille le fait qu'il y a déjà des superficies existantes, etc. Fait qu'habituellement, parce que la question se pose aussi dans d'autres types de projets, puis habituellement, il y a une discussion sur comment on établit les paramètres de calcul dans un contexte là, qui n'est pas noir et blanc au niveau calcul. Merci. Donc, ça devrait être énoncé, puis ça devrait être documenté. Merci. Merci pour votre présentation. Ma question porte sur la proposition architecturale à la page 9. Oui. Vous dites qu'une proposition architecturale complète devra avoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par une proposition architecturale complète? OK. Pour moi, en ce moment, ce qu'on a vu, c'est une volumétrie qui est comme très sommaire. Et puis, c'est simplement des boîtes qui sont déposées sur la maquette, là. Mais quand on intervient en contexte patrimonial, il faut arriver avec... faut montrer un peu... ça va être quoi comme fenestration? Ça va être quoi la rythmique des pleins, des vides? On suppose que ça va être en briques parce qu'il y a quelques précédents qui sont en briques, mais pas nécessairement. Je veux dire, ça peut. C'est construit en quoi ce projet-là? Puis il y a beaucoup d'autres exemples à Montréal d'interventions qui ont été présentées en consultation publique, en contexte patrimonial, et la solution était beaucoup plus documentée, là. On pouvait lire. Même si c'était une esquisse très sommaire, on pouvait avoir le début de la saveur de ce que sera le bâtiment. En ce moment, on devine, on ne sait pas. C'est beaucoup, beaucoup trop flou, puis c'est jamais présenté comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Présenter aussi sommairement un projet, puis c'est dans mon champ de pratique, là, j'ai jamais vu ça. Fait que je trouve que c'est comme une carte ouverte qui est donnée au promoteur en disant, pour les 10 prochaines années, tu peux développer à ton goût, puis ça dépend, tu peux choisir, peut-être que tu feras ceci, puis peut-être que non. Il faut qu'il y ait une prise de position de ce que ça sera. C'était comme ça pour le projet de 2012, où il y avait ce qu'on appelle des élévations, là. Donc, on pouvait voir sommairement à quoi allaient ressembler les pavillons. Là, on ne sait rien. On voit des volumes de bois puis des autobus roses. D'accord, merci. Très bien. Moi, j'ai une question. Vous êtes architecte. Oui. Dans ce qui est annoncé pour l'îlot B, c'est qu'il y aurait possiblement on aurait des bureaux et puis des logements qui pourraient se côtoyer. Vous parlez aussi de logements sociaux. Quelles sont les conditions dans l'aménagement de la cohabitation de ces deux usages-là? Non, c'est sûr qu'il faut beaucoup de dextérité, savoir-faire. Il faut des circulations qui sont complètement différentes. Ma compréhension, toutefois, c'est que le promoteur visait surtout à mettre de l'habitation dans l'îlot A. En lisant les documents, en tout cas, moi, j'ai pas perçu qu'il visait surtout l'îlot B pour mettre de l'habitation. Mais habituellement, on parle de ségrégation de circulation. On parle de respect
des espaces privés. On parle il faut aussi une question de l'habitation. Ça n'a pas la même profondeur de construction que n'importe quel autre type de bâtiment, parce qu'autrement, on ne rencontre pas les règles de salubrité concernant le pourcentage de lumière naturelle qui rentre. Vous remarquerez que les pavillons proposés sont plus profonds que les pavillons du Nord-de-Lec actuels, de sorte, sur l'îlot B, de sorte que la géométrie montrée n'est pas une géométrie pour de l'habitation. C'est beaucoup trop profond, là, il n'y aura pas de soleil là-dedans. Puis à un moment donné, on est tenu à certains ratios. Je ne sais pas si ça répond à la question. Vous voulez avoir un certain nombre. Alors, il y a une dernière question. Vous parlez de ratio. Est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent? Est-ce que c'est quelque chose qui est documenté? Mais là, vous référez à l'îlot B ou... Bien, il y a des propositions qui sont faites sur l'îlot A par rapport à la hauteur puis à la largeur entre les ailes. Est-ce qu'il y a des paramètres à considérer sur l'espace qu'il devrait avoir entre des bâtiments qui font 25 mètres ou 44 mètres, l'espace qu'il devrait avoir entre c'est sûr que, je veux dire, avoir 35 pieds entre deux bâtiments, surtout d'usages différents, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a carrément pas de bon sens, là, parce que les gens dans les bureaux vont voir... ce que la personne mange pour souper, disons-le. C'est, à un moment donné, il faut comme une espèce de respect de privauté. Là. Donc, c'est toute une géométrie à développer pour que les gens qui habitent là n'aient pas l'impression d'être dans un aquarium où on voit ce qui se passe chez eux. Fait que c'est du savoir-faire, c'est du respect de privauté. Voilà. Mais moi, vraiment, ma compréhension de la proposition du promoteur, c'est qu'il visait surtout de mettre de l'habitation dans l'îlot A et non B. Merci. Alors, il me reste à vous remercier. Notre prochain invité est M. Delon. Dolan, je représente le regroupement Information Logement. Donc, qui sommes-nous? On est un comité logement situé à Pointe-Saint-Charles, donc qui vise à défendre le droit des locataires du quartier de Pointe-Saint-Charles depuis 1979. Donc, on travaille sur différents axes, notamment la mobilisation citoyenne, aussi des populations locataires, l'éducation populaire, la défense des droits des locataires, tels que j'ai mentionné, et finalement, la promotion et le soutien au logement social. Donc, la promotion du logement social, mais aussi, on fait la gestion d'un groupe de requérants, donc qui regroupe 1200 ménages du quartier et des environs. Donc, c'est au nom, en fait, de ce groupe de requérants-là qu'on se présente aujourd'hui pour, en fait, réclamer, en fait, qu'il y ait vraiment du logement social qui soit inclus dans l'article 89 et dans les futurs projets d'habitation sur les terrains du Nord-de-Lec. Tout d'abord, on a été surpris de voir que le CPM a été mandaté pour faire une consultation sur un article 89 aussi flou, tant au niveau des usages qu'au niveau des volumétries. Donc, quant aux usages, on y a eu dans la dernière présentation de Mme Bédard un questionnement à savoir est-ce qu'il y aurait de l'habitation sur l'îlot B. C'est assez flou. Le promoteur demande tout de même un changement de zonage qui permettrait un développement d'habitation qui irait jusqu'à plus de 1100 unités d'habitation, mais il pourrait aussi en avoir aucune. Donc, pour nous, la question de l'habitation est centrale au quartier de Pointe-Saint-Charles. C'est un quartier qui est historiquement ouvrier et dont les formes d'habitation sont anciennes et étaient jusqu'à tout récemment relativement peu dispendieuses pour les ménages locataires qui pouvaient arriver à se loger dans le quartier. Par contre, depuis les 10 dernières années, donc selon Statistique Canada, les loyers actuels ont augmenté en fait de 50% en 10 ans, donc les loyers, les logements loués.
Par contre, si on regarde les logements disponibles à location, dans les 10 dernières années, ils ont plus que doublé. Donc, un logement à 2 chambres, il y a 10 ans, on pouvait en trouver à 750 $, 800 $ dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Par contre, aujourd'hui, les logements de 2 chambres disponibles à la location sont au-dessus de 1 500 voire 2 000 $ par mois. Donc, c'est des montants qui sont impossibles à payer pour les ménages locataires du quartier. D'autres statistiques, en fait, sur les ménages locataires pour démontrer, en fait, cette incapacité-là de payer des logements à un tel prix. On a aujourd'hui 40% des familles du quartier qui ont des revenus en bas de 50 000 $ par année. Puis pour les personnes âgées, ça augmente encore plus. C'est 42% des personnes âgées du quartier de 65 ans et plus qui sont sous le seuil de faible revenu. Donc, l'ensemble de cette situation-là, avec des loyers qui augmentent, qui ont doublé, en fait, des loyers disponibles à la location qui ont doublé dans les 10 dernières années et des revenus qui ont stagné, on s'aperçoit, en fait, qu'il faut vraiment un développement de logements sociaux et communautaires qui répondent à ces plus de 40% de la population-là qui ne peuvent pas se loger ni dans le marché privé locatif et encore moins dans le marché du condominium privé. Qui, je rappelle, en fait, les condominiums, que ce soit dans le Nord-de-Lec, dans le Building Cochicelli, dans le MIST ou dans les Loft Redpath, sont majoritairement au-dessus de 700 000 $ à la vente présentement pour les condominiums de 2 chambres et plus. Et dont, en fait, il faudrait des revenus selon les courtiers hypothécaires, selon le courtage hypothécaire, il faudrait des revenus d'environ 150 000 $ par année au minimum pour pouvoir se payer ce type d'habitation. Donc, quand on parle, en fait, d'inclure des logements sociaux dans le développement, ce que la Ville de Montréal a défendu pour l'instant dans les consultations, c'était que le promoteur actuel n'aurait pas à faire d'inclusion, puisque cette inclusion-là aurait déjà été faite dans le passé. On souhaite rappeler, en fait, que le fonds de placement immobilier ALID n'a jamais fait d'inclusion dans Pointe-Saint-Charles, n'a jamais contribué au développement de logements sociaux dans Pointe-Saint-Charles, a fait l'achat de terrains et de biens immobiliers suite à une inclusion faite par un ancien propriétaire dans un ancien article 89 et dans un ancien projet de développement d'habitation. Donc, nous, en fait, ce qu'on demande, c'est que pour qu'il y ait un changement de zonage pour permettre de l'habitation sur l'île aux Baies, on demande, en fait, qu'il y ait une inclusion de logements sociaux. Et suite aux statistiques que j'ai démontrées préalablement, on souhaite que cette inclusion-là soit de la hauteur de 40 %, donc pour répondre vraiment aux besoins du quartier. Finalement, en fait, si un usage résidentiel était autorisé et qu'une inclusion serait obligatoire pour le promoteur actuel, nous, ce qu'on demande, en fait, en termes d'habitation privée, serait que, au lieu de faire de la copropriété, comme ce qui est fait majoritairement dans le quartier, dans tous les anciens développements, qu'il y ait plutôt un développement résidentiel locatif. Donc, c'est quelque chose pour nous qui manque dans tous les nouveaux développements du quartier. Tous les derniers grands projets de condominium que j'ai présentés, aucun de ceux-ci et aucun autre n'offre du logement locatif neuf. On parle souvent, en fait, quand les promoteurs font la défense du développement d'habitation, on rappelle souvent les théories économiques du trickle-down, donc que des locataires quitteraient leur logement pour aller dans une copropriété et donc feraient diminuer la pression sur le marché locatif. Par contre, cette théorie-là ne s'avère vraiment pas réelle dans les cas des quartiers ouvriers tels que Pointe-Saint-Charles ou Saint-Henri, puisque les populations qui achètent ces condominiums-là sont en très, très forte majorité des populations qui ne viennent pas du quartier. Donc, ils ne libèrent aucun logement dans le quartier. Ça fait plutôt une pression à la hausse sur les régimes fonciers du quartier. Donc, quand on parle de régimes fonciers qui sont à la hausse, en fait, on parle vraiment des valeurs foncières environnantes des grands développements. Donc, le développement amène une augmentation de la valeur foncière du terrain comme tel, mais aussi une augmentation des valeurs foncières environnantes et des changements de zonage tels que celui-ci
amène en fait les promoteurs à vouloir envisager encore un plus grand développement sur les autres terrains avoisinants. On peut penser par exemple à la pointe du triangle nord de Pointe-Saint-Charles, donc à l'angle des rues Bridge et Wellington, qui sont aussi des terrains très près des terrains du Nord-de-Lec qui sont contestés, on va dire, par des promoteurs pour avoir droit à des changements de zonage qui permettraient des développements à la hauteur de 20 ou 25 étages résidentiels. Donc, le fait, en fait, de permettre un changement de zonage qui augmente la hauteur sur un terrain a des incidences, en fait, sur les autres terrains avoisinants. Et plus, en fait, on permet de hauteur et de développement de condominiums luxueux ou d'édifices à bureaux luxueux, plus on augmente, en fait, la pression sur les terrains avoisinants, comme je le disais préalablement. Ensuite, nous demandons aussi que s'il y a usage résidentiel sur l'île OB, qui est dans l'entente de développement vraiment une interdiction claire de la location à court terme dans ces unités d'habitation-là. Il y a déjà en fait une interdiction par l'arrondissement et par la Ville de Montréal d'usage de locatifs à court terme tel que l'usage Airbnb dans ces espaces-là. Par contre, nous, ce qu'on remarque, c'est que dans les édifices neufs comme ceux-ci, comme le MIS, comme le Red Pat, comme le Building Corticelli, et même dans l'édifice du Nord-de-Lec, dans les unités d'habitation, il y a de l'usage Airbnb qui est fait à la hauteur d'une centaine d'unités présentement dans le quartier qui sont en location Airbnb. Donc, ce qu'on demanderait en fait, ce serait vraiment que dans l'entente, il y ait une interdiction clairement nommée et que la Ville de Montréal garde vraiment une attention forte à appliquer cette interdiction-là. Et finalement, ce qu'on demanderait en fait, ce serait que l'implantation de nouveaux usages d'habitation soit fait au sud de l'île OB, donc pour faire face au parc Joe Beef. Selon nous, c'est ce qui fait le plus de sens en fait pour garder les usages plus commerciaux vers le nord, vers la rue Sainte-Patrick. Et en fait, que l'inclusion de logements sociaux se fasse à cet espace-là, donc au sud de l'île OB, face au parc Joe Beef. Donc, c'est tout. Bien. Alors, première question par mon collègue. Justement, je prends le bal au bon par rapport à la dernière recommandation. La question est pourquoi? Pourquoi vers le sud? Pourquoi vous voulez que ça soit préservé là? Pour nous, en fait, c'est vraiment de conserver plus les usages commerciaux vers le nord, vers la rue Sainte-Patrick, puis en fait, le parc Joe Beef, la manière qui est présent, qui est actuellement placé dans le quartier, en fait, il y a de l'habitation à l'est, de l'habitation HLM au sud et de l'habitation communautaire à l'ouest. Donc, ce serait pour préserver une espèce de milieu d'habitation dans ce secteur-là. D'accord, c'est bon. Merci. Oui. Par rapport au projet qui est proposé, quelle est votre perception ou vos commentaires sur les espaces publics qui sont redonnés aux citoyens ou qui sont présentés comme étant accessibles? Est-ce que vous avez on a vu dans les proportions qu'il y aurait des espaces de traversée. Par contre, je ne pense pas que la manière que c'est présenté, que ce soit des emplacements qui vont être utilisés par les citoyens. Là. Par exemple, le parc Joe Beef, qui a un terrain de soccer, qui a des installations familiales, va être beaucoup plus utilisé qu'un espace qui est plus un espace de traversée, là, à mon sens. Je pense que ça va aller pour nous. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présentation. Merci beaucoup. Alors, ce qui fait que les participants de cet après-midi ont présenté leur mémoire. Il me resterait à demander aux représentants de l'arrondissement et du promoteur s'ils souhaitent se prévaloir d'un droit de rectification. Alors, je rappelle que le droit de rectification porte uniquement sur la véracité des assertions, des informations qui ont été données et non pas sur... il n'est pas question d'entrer dans une période d'échange ou de discussion avec les participants. Alors, peut-être du côté de la ville, non? Non, ça va? Du côté de chez Allied? Est-ce que je peux vous suggérer de vous avancer près d'un micro?
Bonjour, Mathieu Joigny, donc représentant pour Allied sur le projet. J'ai simplement peut-être 2 commentaires à faire sur la première présentation de M. Réaume Espinosa. La première étant sur en fait, le pourcentage de location. Donc, M. Réaume disait que le bâtiment était vide. En fait, notre bâtiment est loué à 90%. C'est des données publiques qui sont accessibles. Donc, je voulais juste corriger cet aspect-là. Le bâtiment n'est pas vide. La deuxième chose, c'est l'ILOA. L'ILOA, excusez-moi, bien sûr, le Nord-Delec existant, donc oui, l'ILOA. Ouais. La deuxième correctif que je voudrais faire, c'est concernant donc l'ouverture de la rue. Donc la rue, en fait, la ruelle qu'on appelle, ou du moins la cession ou la servitude peut-être, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais cette prolongation de la rue de la Sucrerie, en fait, va rester ouverte, mais ouverte pour une circulation douce, pas pour des véhicules. Donc quand on dit que la rue va être fermée, non, la rue n'est pas fermée. La rue va avoir plusieurs usages et la circulation piétonne vélo peut se faire, bien sûr, depuis Richardson jusqu'à la rue Saint-Patrick. Saint-Patrick. C'est tout. Alors, je vous remercie de ces précisions. Bon, alors, une rectification en appelle une autre. Petite rectification, je suis bien désolé. Peut-être vous présenter pour les fins Martin Proulx, conseiller en aménagement à la division de l'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, il y avait 2 éléments qui ont retenu mon attention. La première concernait à savoir si l'îlot D faisait partie du projet de règlement d'article 89.3. Donc, je le confirme en référence à l'annexe A qui circonscrit en fait le territoire visé. L'îlot D en fait partie. Deuxième élément, je souhaitais juste peut-être préciser que les volumes qui ont été présentés en début de séance ne sont pas celles qui ont été soumises par l'architecte du promoteur. Donc, je voudrais juste pas que ça cause, comment dire, des questionnements. Ces volumes-là ont été réalisés par le citoyen lui-même. Je m'excuse, je comprends pas. Le citoyen ou la ville? En fait, je vais juste retracer le nom du présentateur. Le premier, en fait, qui s'est présenté, M. Patrick Spinoza. Oui. Les volumes qu'il a présentés lors de sa présentation ne sont pas celles que l'architecte du promoteur a soumis. Donc, je voulais juste le spécifier. Ça va. Merci. Alors donc, la séance d'audition de cet après-midi est terminée. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui sont déplacés ou qui ont participé. J'aimerais aussi remercier mes collègues commissaires et notre analyste, toutes les personnes de l'Office qui aident à l'organisation et au bon déroulement de cet après-midi, ainsi que l'équipe technique. Alors, la deuxième séance d'audition des opinions va se tenir en ligne et dans les bureaux de l'OCPM et elle débutera en fin de journée à 18h. Alors, bienvenue si vous décidez d'y revenir. Au revoir. Bonne fin de journée. Thank you.